La scène la plus folle et la plus incroyable de la Seconde Guerre mondiale dans l'Atlantique s'est produite. Un vieux destroyer américain, commandé par un vendeur de 30 ans, s'est littéralement chevauché sur le pont d'un sous-marin U allemand d'élite au milieu de vagues de 15 pieds de haut. Les deux géants d'acier se sont violemment tordus et se sont verrouillés l'un contre l'autre dans la mer rugissante. Et ce n'est pas tout. Les écoutilles du sous-marin se sont ouvertes instantanément et d'innombrables soldats allemands désespérés ont jailli avec des armes à la main. Ce n'était pas une bataille navale moderne, mais une mêlée corps à corps digne de l'époque des voiliers. Les marins américains ont ouvert le feu avec des mitraillettes Thompson sous la pluie battante, et ceux qui n'avaient pas d'armes ont même sorti des couteaux ou lancé des douilles vides brûlantes sur les Allemands. Les deux armées se sont livrées à la seule bataille au corps à corps maritime de toute la Seconde Guerre mondiale, dans l'eau glacée et le sang. Ce n'est pas un film, mais une bataille réelle qui s'est déroulée dans l'Atlantique en 1943. Comment ce vieux destroyer américain a-t-il pu mettre le sous-marin allemand d'élite dans une situation désespérée, voire le chevaucher directement? L'histoire commence le 1er novembre 1943, à 1h53 du matin, au nord des Açores. Les conditions de mer étaient extrêmes. Des vagues de 15 pieds se succédaient, la température de l'eau n'était que de 7 degrés Celsius, des rafales de 40 nœuds hurlaient et la visibilité était proche de zéro. Dans une telle nuit, n'importe quel navire pouvait être englouti par la mer en un instant. À ce moment-là, le destroyer américain USS Bory, DD-215, naviguait seul dans ces eaux dangereuses. Il appartenait à la classe Clemson de la marine américaine, construit en 1920 avec 23 ans de service, l'un des destroyers les plus anciens de la marine américaine. Déplacement standard de 1190 tonnes, longueur de 95,8 mètres, largeur de 9,3 mètres, vitesse maximale de 35 nœuds. Son armement principal comprenait 4 canons principaux de 4 pouces, un canon antiaérien de 3 pouces, 2 mitrailleuses de 12,7 mm et 12 lanceurs de charge de profondeur. Le commandant du Bory était le lieutenant Charles Hutchins, âgé de seulement 30 ans, qui n'était commandant de destroyer que depuis 6 mois. Avant la guerre, il était vendeur dans une entreprise d'emballage de l'Indiana. Après l'attaque de Pearl Harbor, il a démissionné pour retourner dans la marine. Ces 143 marins étaient pour la plupart des réservistes sans expérience de combat, et beaucoup d'entre eux naviguaient pour la première fois dans des conditions de mer aussi mauvaises. Le Bory appartenait au groupe de travail 20 et 1.14 de la marine américaine, dont la mission principale était d'escorter le porte-avions Card. Ils effectuaient des missions anti-sous-marines dans l'Atlantique depuis 3 mois, avec une tactique claire. Pendant la journée, les avions embarqués du Card recherchaient et attaquaient les sous-marins allemands. La nuit, les destroyers d'escorte prenaient le relais pour continuer à chasser les sous-marins qui remontaient à la surface pour recharger leurs batteries et naviguer. 6 heures plus tôt, le Bory s'était détaché du groupe principal pour suivre un contact sous-marin signalé par les avions du Card. Dans la bataille précédente, le Bory avait déjà endommagé un sous-marin allemand. Alors qu'il se préparait à retourner à l'escadre, un deuxième objectif est apparu soudainement sur l'écran radar à 2800 yards. Hutchins a immédiatement ordonné l'état d'alerte maximum, a augmenté la vitesse à 25 nœuds et s'est dirigé à grande vitesse vers la cible radar. L'opérateur de sonar était tout attentif, écoutant le moindre bruit sous l'eau. Cependant, à seulement 1500 yards de la cible, le contact radar a disparu soudainement. Dans une nuit où la visibilité était presque nulle, tout le monde savait ce que signifiait la perte de contact radar. Le sous-marin allemand pouvait lancer une attaque de torpille depuis n'importe quelle direction, à tout moment. Le cœur de tous les présents était dans la gorge. Hutchins n'a pas paniqué. Il a ordonné de ralentir à 10 nœuds, d'activer le sonar actif et de rechercher attentivement les eaux environnantes. Quelques minutes plus tard, l'opérateur de sonar a signalé avoir trouvé la cible. À 800 yards, la cible naviguait à la surface à 6 nœuds, cap 270 degrés. Hutchins a été surpris. Le sous-marin allemand n'avait pas plongé. Il fuyait à la surface. Hutchins a immédiatement ordonné de virer à tribord toute, d'augmenter la vitesse à 20 nœuds
pour intercepter la route de la cible et en même temps a ordonné aux lanceurs de charges de profondeur de se préparer. Il prévoyait d'utiliser des charges de profondeur pour forcer le sous-marin à plonger ou le couler directement. C'est alors que l'inattendu s'est produit. Le système de largage des charges de profondeur du Bory a connu une panne mécanique. Toute la rangée de charges de profondeur qui auraient dû être larguées successivement est tombée dans la mer en même temps. Quelques secondes plus tard, une série d'explosions gigantesques a secoué toute la surface de la mer. L'onde de choc produite par les explosions, comme une main invisible, a frappé violemment la coque du Bory. Tout le monde sur la passerelle a été projeté dans tous les sens. Des éclats de verre ont volé partout. Hutchins s'est accroché fermement à la rambarde pour ne pas tomber. Quand la fumée et les éclaboussures se sont dissipées, la scène devant eux a stupéfait tout le monde. Le sous-marin allemand U-405 avait été littéralement projeté hors de l'eau par les énormes explosions. Sa coque était entièrement exposée à la surface et son fond a même brièvement quitté l'eau. C'était le sous-marin allemand U-405, de type 9C, lancé en novembre 1941 et mis en service en mai 1942. Son commandant était le capitaine de corvette Ralph Heinrich Hoffmann, un commandant de sous-marin expérimenté qui avait effectué 7 patrouilles de combat. Sous son commandement, l'U-405 avait coulé 5 navires marchands alliés, d'un tonnage total de plus de 30 000 tonnes, l'un des as de la flotte sous-marine allemande. Les 49 marins à bord étaient également des vétérans chevronnés. L'explosion des charges de profondeur avait causé de graves dommages à l'U-405. Sa coque étanche présentait de nombreuses fissures et son système de plongée était complètement hors service. Le commandant Hoffmann savait qu'il n'avait plus de retraite. Il ne pouvait pas plonger pour se cacher. Il ne pouvait que se battre à mort contre ce destroyer américain à la surface. Le lieutenant Hutchins comprenait aussi que c'était une occasion unique. Il a immédiatement ordonné d'allumer le projecteur de proue pour verrouiller la cible, et tous les canons principaux se sont préparés à tirer. Un faisceau de lumière aveuglante a déchiré l'obscurité et a éclairé avec précision l'U-405 à 400 yards. Presque en même temps, les deux côtés ont ouvert le feu simultanément. Le canon principal de 4 pouces du Bory a rugi le premier, et le premier obus a touché avec précision la position du canon de pont de l'U-405. Les artilleurs du canon principal de l'U-405 ont été tous tués instantanément, avant même d'avoir pu tirer un seul obus. Immédiatement après, le canon de 20 mm du Bory a également commencé à rugir, et des obus denses ont frappé la coque de l'U-405 comme une pluie. La tour de commandement, le pont et les écoutilles étaient criblés de trous, et les soldats allemands tombaient les uns après les autres. Cependant, le commandant Hoffmann n'a pas abandonné. Il a montré le calme et la détermination d'un commandant d'élite, ordonnant de virer à bâbord toutes et d'avancer à toute vitesse, utilisant le rayon de braquage plus petit du sous-marin pour contourner l'arrière du Bory. La manœuvre de l'U-405 a été un succès. Il a navigué comme un requin agile à travers les vagues. Bien que le Bory soit plus rapide, son rayon de braquage était plus grand et il ne pouvait pas utiliser son feu de bord complet. Plus dangereux encore, l'U-405 gardait toujours sa poupe face au Bory et ses tubes lance-torpilles de poupe pouvaient lancer une torpille mortelle à tout moment. Le cœur de Hutchins s'est affaissé. Il savait que si l'U-405 lançait une seule torpille, le vieux destroyer Bory serait déchiré en deux en un instant. Il a ordonné de continuer à virer pour reprendre une position avantageuse. Mais chaque fois que le Bory était sur le point de viser, l'U-405 s'esquivait agilement. La bataille d'artillerie a duré 20 minutes. Les deux côtés ont subi des dommages, mais aucun n'a pu porter un coup fatal à l'autre. Le canon principal du Bory a tiré plus d'une centaine d'obus, mais la plupart ont été perturbés par les vagues et n'ont pas touché les points vitaux. Les canons antiaériens de 37 mm et 20 mm de l'U-405 ont également causé quelques pertes au Bory, et plusieurs marins américains ont été touchés et sont tombés sur le pont. Le temps passait minute après minute, et Hutchins devenait de plus en plus anxieux.
Il savait que plus le temps passait, plus c'était défavorable pour lui. L'U-405 pourrait réparer une partie de ses dommages à tout moment ou attendre le soutien d'autres sous-marins U allemands. Plus important encore, cette torpille qui pouvait être lancée à tout moment était comme une épée suspendue au-dessus de leur tête. Le cerveau de Hutchins fonctionnait à toute vitesse, réfléchissant à toutes les tactiques possibles. Le tir avec les canons principaux n'était pas assez précis. L'attaque de torpille était trop proche et le sous-marin était trop agile. L'utilisation forcée de charges de profondeur aurait peu d'effet car l'adversaire naviguait à la surface. Soudain, une idée audacieuse, voire folle, lui est venue à l'esprit. L'abordage. Utiliser la proue du Bory pour percuter directement le flanc de l'U-405, percer sa coque étanche et le faire couler au fond de la mer. La tactique d'abordage était l'une des principales tactiques de bataille navale à l'époque des voiliers. Mais à l'époque des navires de guerre en acier, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était considérée comme une tactique dépassée et peu de commandants l'utilisaient. Une méthode qui équivalait à une mort certaine pour les deux côtés. De plus, le Bory était un vieux destroyer de 23 ans, et sa structure de proue ne pouvait peut-être pas supporter un tel choc. Mais Hutchins n'avait pas d'autre choix. Il a regardé la carte nautique. Ils étaient très loin du groupe principal du groupe de travail, et le soutien n'arriverait pas de sitôt. S'ils ne pouvaient pas vaincre l'U-405 rapidement, c'est eux qui mourraient. Hutchins a pris une profonde inspiration, a pris le combiné et a donné l'ordre à tout le navire. Tout le monde, accrochez-vous au point fixe, préparez-vous à l'abordage. Tout le monde sur la passerelle a été stupéfait. Ils n'ont pas cru leurs oreilles. Le capitaine en second, le capitaine Philip Brown, a regardé Hutchins, et il a vu la détermination ferme dans les yeux du commandant. Brown n'a pas dit grand-chose. Il s'est immédiatement retourné pour organiser les marins à se préparer à l'abordage. Hutchins a serré fermement le volant, ses yeux fixés sur l'U-405 éclairé par le projecteur. Il a ordonné de virer à bâbord toutes, d'avancer à toute vitesse, en direction du milieu du flanc bâbord de l'U-405. Les moteurs du Bory ont émis un rugissement énorme, et le navire a foncé vers l'U-405 comme un taureau enragé. La distance se rapprochait de plus en plus. 100 yards, 50 yards, 20 yards. Juste au moment où les deux navires allaient se heurter, une vague énorme a soudainement surgi, soulevant la proue du Bory de 30 degrés. La proue, qui aurait dû percuter le flanc de l'U-405, a directement monté sur le pont avant du sous-marin. Un bruit de choc métallique assourdissant. La proue du Bory s'est écrasée violemment sur le pont avant de l'U-405, et les deux navires se sont verrouillés l'un contre l'autre à un angle de 20 degrés. La force de l'impact énorme a fait tomber tout le personnel des deux navires, et le bruit de la torsion du métal était insupportable. La coque bâbord du Bory a été violemment comprimée par la tour de commandement de l'U-405. Les tôles se sont déformées, les soudures se sont fendues, et l'eau glacée a instantanément envahi l'intérieur du navire. Hutchins s'est relevé du sol, il a regardé la scène devant lui et n'a pas pu dire un mot pendant un moment. Il avait prévu de percer la coque étanche de l'U-405, mais il n'aurait jamais imaginé un résultat aussi étrange. Le Bory était littéralement chevauché sur l'U-405. C'est alors que les écoutilles de l'U-405 se sont ouvertes soudainement. Plusieurs soldats allemands sont sortis, armés de fusils et de pistolets, essayant de se précipiter sur le pont du Bory. Le capitaine en second, Philip Brown, était préparé. Avant l'abordage, il avait prévu qu'une bataille d'abordage pourrait se produire et avait organisé à l'avance une équipe d'abordage dont les membres étaient équipés de mitraillettes Thompson, de fusils M1 Garand, de fusils de chasse et de pistolets. Le capitaine Brown a crié « Feu !» Les marins américains ont ouvert le feu immédiatement. Le projecteur éclairait clairement tous les soldats allemands qui sortaient des écoutilles. Ils sont devenus des cibles faciles. La mitraillette Thompson avait une cadence de tir de 700 coups par minute, et des balles denses ont abattu plusieurs soldats allemands instantanément. De plus en plus de soldats allemands sortaient des écoutilles. Ils savaient que c'était leur dernière chance. S'ils ne pouvaient pas prendre le Bory, ils ne pourraient que mourir dans la mer. La bataille est devenue extrêmement violente. Le pompier David Southwick
a vu un soldat allemand se précipiter vers la position du canon automatique de l'U-405 et il n'avait pas d'arme. Dans l'urgence, il a sorti le couteau de sa ceinture et l'a lancé avec force. Le couteau a pénétré avec précision dans le dos de ce soldat allemand. Le soldat allemand a poussé un cri de douleur et est tombé sur la position du canon. Le chef d'artillerie Walter Kuhls a également été en danger. Un soldat allemand avait déjà grimpé sur la jonction des deux navires et visé avec son arme. Kuhls n'avait pas d'arme à côté de lui. Il a saisi au hasard une douille vide de 4 pouces qui venait d'être tirée et l'a lancée avec force. La douille vide a frappé violemment la tête du soldat allemand, qui est mort sur le coup. Les marins américains ont utilisé toutes les armes possibles. Les pistolets de signalisation ont également été utilisés. Des fusées éclairantes brûlantes ont été tirées directement sur les soldats allemands, causant des brûlures mortelles. Des cris de douleur se sont succédés. Le seul soldat allemand qui a réussi à atteindre la position du canon de 20 mm n'a eu le temps de tirer que 3 salves avant d'être tué par le feu dense des Américains. Les obus qu'il a tirés ont percé la coque du Bory sous la ligne de flottaison, aggravant la situation d'inondation. Les Allemands contre-attaquaient également avec ténacité. Ils tiraient par intermittence avec des armes légères depuis l'intérieur des écoutilles, et plusieurs marins américains ont été touchés et sont tombés dans le sang. Mais aucun soldat allemand n'a réussi à monter sur le pont du Bory. Cette mêlée à courte distance a duré exactement 10 minutes. Pendant 10 minutes, il n'y avait aucune tactique, seulement la tuerie la plus primitive et la plus cruelle. Des cadavres et des débris flottaient sur la mer, et l'eau était teinte de rouge par le sang. Finalement, les Américains ont remporté la victoire. Tous les soldats allemands qui étaient sortis des écoutilles ont été tués, et des dizaines de cadavres gisaient sur le pont de l'U-405. Plus aucun soldat allemand n'osait sortir. C'est alors qu'une autre vague énorme a surgi, créant un léger relâchement entre les deux navires. Les vagues battaient constamment les coques des deux navires, et lentement, ils ont commencé à se séparer. Quand les deux navires se sont complètement séparés, tout le monde a vu l'état lamentable de l'autre. Le pont avant de l'U-405 avait été complètement détruit. Sa tour de commandement était criblée de trous. Sa coque fuyait à plusieurs endroits. Mais ses moteurs diesel fonctionnaient toujours, et il avait encore une capacité de combat. La situation du Bory n'était pas non plus optimiste. Sa coque bâbord était gravement déformée. Plusieurs soudures s'étaient fendues. La salle des machines avant était complètement inondée, et sa vitesse était tombée à 12 nœuds. Mais ses canons principaux et ses lanceurs de charge de profondeur étaient toujours utilisables. Hutchins savait que la bataille n'était pas terminée. Il a ordonné d'éteindre le projecteur et de suivre l'U-405 avec le radar, prévoyant de l'inciter à révéler sa route, puis de lui porter un coup fatal avec les canons principaux. Cependant, le commandant Hoffmann a vu à travers son piège. Il n'a pas viré, mais a ordonné d'avancer à toute vitesse directement vers le Bory. Il voulait effectuer un contre-abordage et mourir avec le Bory. L'U-405 a foncé vers le Bory comme une torpille. La distance se rapprochait de plus en plus. Hutchins a eu une idée de génie dans l'urgence. Il a ordonné de virer à tribord toutes et en même temps a préparé les lanceurs de charge de profondeur à tirer. Le Bory a viré brusquement à droite et a frôlé l'U-405. Au plus proche, la distance entre les deux navires n'était que de 6 pieds. Ils ont presque passé en se frottant l'un contre l'autre. Juste au moment où les deux navires se frôlaient, Hutchins a crié « Maintenant, feu !» 3 charges de profondeur ont jailli des lanceurs du Bory. Elles n'ont pas coulé dans l'eau, mais ont explosé directement à côté de la tour de commandement de l'U-405. Ce fut une attaque dévastatrice. La puissance énorme des charges de profondeur a complètement détruit les moteurs diesel de l'U-405, et ces moteurs se sont arrêtés instantanément. L'U-405 a perdu toute sa puissance et flottait sur la mer comme un poisson mort. Le commandant Hoffmann savait que tout était fini. L'U-405 a commencé à couler lentement, la poupe plongeant d'abord dans l'eau. Certains soldats allemands ont tiré des fusées éclairantes blanches pour indiquer leur reddition. Mais certains soldats allemands obstinés continuaient à tirer. Un artilleur américain n'a pas entendu l'ordre de cesser le feu. Il a vu un soldat allemand agitant les bras sur la tour de commandement de l'U-405.
pensant qu'il dirigeait le combat, et a tiré un obus de 4 pouces. L'obus a touché directement la tour de commandement, et ce soldat allemand est mort sur le coup. Plus tard, on a appris que ce soldat allemand était probablement le commandant Hoffmann, qui essayait de se rendre à ce moment-là. À 2h45 du matin le 1er novembre 1943, le sous-marin U-405 a complètement coulé au fond de l'Atlantique, et les 49 marins à bord ont tous péri. La bataille était terminée, mais les marins du Bory n'ont pas eu le temps de célébrer leur victoire. Ils faisaient face à un problème encore plus grave. Le Bory coulait. La salle des machines avant était complètement inondée, et l'eau continuait de pénétrer par les fissures de la coque. Le système de drainage fonctionnait à pleine capacité, mais la vitesse d'inondation dépassait largement la vitesse de drainage. La coque commençait à pencher lentement vers bâbord. Hutchins a immédiatement ordonné à tout le personnel non essentiel de se déplacer vers tribord pour maintenir l'équilibre du navire. En même temps, il a envoyé un signal de détresse au groupe principal du groupe de travail, indiquant sa position et l'étendue des dommages. Les destroyers américains Barry et Goff ont reçu le signal de détresse et se sont immédiatement dirigés à toute vitesse pour apporter leur soutien. Mais à ce moment-là, les conditions de mer s'étaient encore détériorées. Les vagues avaient atteint 40 pieds et les rafales s'étaient renforcées à 50 nœuds. Dans de telles conditions, toute opération de sauvetage était pleine de dangers. Vers 10 heures du matin, le Barry et le Goff sont finalement arrivés sur les lieux. Ils ont vu le Bory flotter difficilement sur la mer, avec une inclinaison de 15 degrés vers bâbord, et sa proue était presque submergée. Le commandant du Barry a ordonné d'essayer de s'approcher du Bory pour le remorquer, mais la première tentative a échoué. Les vagues énormes ont heurté violemment les deux navires l'un contre l'autre. La coque du Barry a été percée d'un grand trou, et les fissures du Bory se sont encore agrandies. Pour la deuxième tentative, le Barry a lancé un câble pour essayer de remorquer le Bory, mais le câble a été déchiré par les vagues dès qu'il a été tendu. Pour la troisième tentative, le Goff a également rejoint l'opération de remorquage, et les deux destroyers ont essayé ensemble de tirer le Bory. Mais le Bory était trop lourd à cause de l'inondation, et le câble a été déchiré à nouveau. Les trois tentatives de remorquage ont toutes échoué, et les deux destroyers venus au secours avaient eux-mêmes subi des dommages plus ou moins importants. Si on continuait à essayer, cela risquait de causer plus de pertes. Le temps passait minute après minute, et la situation du Bory empirait. L'inclinaison vers bâbord avait atteint 20 degrés, et la cloison de la salle des machines avant pouvait s'effondrer à tout moment. Si la cloison s'effondrait, le Bory coulerait rapidement en quelques minutes. Le 1er novembre 1943, à 16 heures, 2 heures avant le coucher du soleil, le lieutenant Hutchins a pris une décision difficile: abandonner le navire. Pour tout commandant de navire, abandonner son navire est une douleur incomparable. Mais Hutchins savait qu'il ne pouvait plus risquer la vie de ses marins. Après l'ordre d'abandon du navire, les marins ont commencé à évacuer de manière ordonnée. Ils ont enfilé leurs gilets de sauvetage et ont mis les radeaux de sauvetage à l'eau. Mais les vagues de 40 pieds ont causé d'énormes difficultés à l'évacuation. Beaucoup de radeaux de sauvetage ont été renversés par les vagues dès qu'ils ont été mis à l'eau, et d'autres ont été emportés par les courants. Les 143 marins ont dû sauter dans l'eau glacée. Dans une telle température, le corps humain perd sa chaleur très rapidement, et la mort peut survenir en 15 minutes. Le canot de sauvetage motorisé du Barry a bravé les énormes vagues pour naviguer entre les flots et secourir les marins tombés à l'eau. Les marins s'entraidaient. Les plus forts aidaient les plus faibles, et beaucoup ont résisté plus d'une demi-heure dans l'eau glacée avant d'être secourus. Mais certains sont restés pour toujours dans l'Atlantique. Le dernier à quitter le navire, le capitaine-ingénieur Morrison Brown, a manqué le meilleur moment pour s'échapper, pour s'assurer que tous les marins avaient évacué, et a été emporté par une vague énorme, jamais retrouvée. Le recrue Mark Bryan, âgé de 20 ans, s'est cogné la tête contre la coque en sautant à l'eau, est tombé inconscient et a coulé au fond de la mer. Le cuisinier Warren Anderson a épuisé ses forces pour sauver un camarade tombé à l'eau et a été emporté par les vagues. Quand le dernier marin a été secouru, il était déjà 18 heures.
Selon les statistiques, sur les 143 marins du Bory, 27 ont péri et 116 ont été sauvés avec succès. Le Bory n'a pas coulé immédiatement après avoir été abandonné. Grâce à la structure solide des destroyers de classe Clemson, il a flotté courageusement toute la nuit au milieu de vagues de 40 pieds, ce qui a stupéfait tous ceux qui l'ont vu. À l'aube du 2 novembre 1943, le commandant du porte-avions Card a donné l'ordre de couler le Bory. Parce que le Bory ne pouvait plus être remorqué, s'il continuait à flotter, il pourrait devenir un repère pour les sous-marins allemands ou être capturé par les Allemands. Le Barry a été chargé d'exécuter la mission d'autodestruction. Il a tiré plus de 40 obus de 4 pouces sur le Bory à une distance de 1200 yards. La coque du Bory a été criblée de trous, mais il n'a toujours pas coulé. Finalement, le Barry a lancé 2 torpilles, dont l'une a touché la soute à munitions du Bory. Une explosion énorme. La poupe du Bory a d'abord plongé dans l'eau, puis tout le navire s'est lentement dressé, avant de disparaître finalement dans les flots de l'Atlantique. La position finale où le Bory a coulé est à 49 degrés de latitude nord et 31 degrés de longitude ouest, à moins de 3 miles de l'endroit où l'U-405 a coulé. Ces 2 navires qui se sont battus à mort dans la bataille ont finalement reposé dans la même mer. Après la bataille, la marine américaine a décoré les participants. Le lieutenant Charles Hutchins a reçu la Croix de la Marine, la 2e plus haute distinction de la marine américaine, pour son courage et son commandement exceptionnel pendant la bataille. Le capitaine-ingénieur Morrison Brown, dernier à quitter le navire, a reçu la Croix de la Marine à titre posthume. Le groupe de travail 21.14 a reçu la citation collective présidentielle pour avoir coulé 8 sous-marins allemands entre juillet et novembre 1943. La bataille entre le Bory et l'U-405 est unique dans toute la bataille de l'Atlantique de la Seconde Guerre mondiale. Elle a brisé le modèle conventionnel de la bataille navale atlantique. Pas d'attaque de torpilles à longue distance, pas de bombardement par des avions embarqués, seulement des batailles d'artillerie à courte distance, des abordages et même des combats au corps à corps avec des armes blanches. Cette bataille donne l'impression de revenir à l'époque des batailles navales à voile. Cette bataille a également prouvé une vérité. Le courage et le leadership peuvent parfois surpasser l'avantage technologique. Un vieux destroyer de 23 ans, un groupe de marins pour la plupart réservistes sans expérience de combat, sous le commandement d'un vendeur devenu commandant depuis seulement 6 mois, ont vaincu un sous-marin allemand d'élite moderne et ont tué tous les 49 sous-mariniers expérimentés à bord. Jusqu'à aujourd'hui, cette bataille reste un cas d'enseignement classique à l'Académie navale d'Annapolis, utilisé pour étudier comment un commandant doit s'adapter sur le terrain lorsque les tactiques conventionnelles échouent. Après la guerre, Charles Hutchins a continué à servir dans la marine jusqu'à la fin de la guerre. Il est retourné dans l'Indiana et a repris une vie civile. Il a rarement parlé de cette bataille, comme si cette expérience bouleversante avait été scellée au plus profond de sa mémoire. En 1964, Hutchins a pris sa retraite. En 2000, il est décédé chez lui dans l'Indiana, à l'âge de 87 ans. Les survivants du Bory ont transmis l'histoire de cette bataille à leurs descendants. Le premier maître de tir, Bob Maher, a écrit ses mémoires. Il a vécu toute la bataille intense, comme s'il avait eu la meilleure place pour observer. Son récit a préservé de nombreux détails omis par les rapports de bataille officiels. Le bruit assourdissant des armes à feu, le chaos de la scène sur le terrain et les cauchemars qui ont hanté les survivants après la guerre. C'est grâce à ces écrits que les historiens ultérieurs, en étudiant les tactiques et la technologie navale, n'ont pas oublié le prix humain vivant derrière cette bataille. Cette bataille a finalement confirmé une vérité. Dans la guerre, ce ne sont pas les navires qui se battent, mais des soldats de chair et de sang. Le Bory était construit d'acier et de rivets, l'U-405 de tôle soudée et de moteurs diesel. Les 2 navires eux-mêmes ne pouvaient pas prendre de décision. Ils ne pouvaient pas participer volontairement à la guerre, ni choisir entre la reddition et le combat courageux. Toutes les décisions ont été prises par les officiers et les marins à bord. C'est Hutchins qui a pris la décision d'aborder le navire ennemi. C'est Hoffman qui a choisi de se battre à mort à la surface. C'est tout le personnel des 2 côtés qui a refusé de rendre les armes.
La bataille navale moderne a depuis longtemps dit adieu à ce type de combat rapproché. Les missiles peuvent frapper au-delà de la ligne de visée. Les sous-marins peuvent lancer des torpilles à des milles de distance. Et les navires se battent souvent sans se voir. L'époque des combats au corps à corps à la surface de la mer s'est terminée il y a des décennies. Il n'y aura plus de destroyers chevauchant directement le pont d'un sous-marin ennemi, ni de marins se battant au corps à corps avec des couteaux sur la mer. Cette époque est révolue, mais les histoires de ces braves méritent d'être rappelées à jamais par le monde.